tous, je m'appelle Clément Glogoski, je travaille chez Anagraph. Je vais vous présenter aujourd'hui l'approche cartographique pour les mégadonnées géographiques. Donc Anagraph, on est une compagnie qui a maintenant un peu plus de 3 ans. On est une compagnie de service, on est une petite équipe, on est 6 personnes situées à Montréal et dans le Grand Montréal. On travaille principalement en remote, mais on a quand même des bureaux dans le Myland. Alors Anagraph, c'est une compagnie de service qui est spécialisée dans le géospatial. On est un studio d'intelligence géospatiale qui se spécialise dans l'infrastructure géospatiale, la mise en place et l'implémentation, la visualisation cartographique principalement, et les data science autour des données géospatiales. Nos clients, ce sont des municipalités, des entreprises de télécommunications, du retail, du e-commerce, du culturel, de l'institutionnel. Et un studio d'intelligence géospatiale, géospatiale, qu'est-ce que ça fait? Ça met la géoanalytique au cœur de ces services. Nos valeurs et les difficultés auxquelles on s'attaque, ce sont de faire monter les marches de difficultés à nos clients. Principalement les sites traditionnels, sans géoanalytique, c'est seulement du descriptif. Le géoanalytique sert à décrire qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là, à ce moment-ci. Nous, avec la géoanalytique, ce qu'on essaye de faire, c'est de franchir le mur du descriptif pour amener plus loin, poser des questions de diagnostic, pourquoi est-ce que ça s'est passé, faire du prédictif, que se passera-t-il si on fait ça, et le prescriptif, comment générer une réaction. Un petit rappel, les mégadonnées géographiques. Donc les mégadonnées, c'est principalement la donnée bidimensionnelle, une dimension numérique et une dimension temporelle. Et les mégadonnées géographiques, ça ajoute une 3e dimension informative, c'est la dimension spatiale. Il faut savoir que 80% des données générées quotidiennement dans le monde ont des données géographiques, des données spatiales, et que seulement 10% de ces données-là sont utilisées pour l'aide à la décision, pour prendre des actions. Donc il reste encore beaucoup d'instructions à faire auprès des compagnies, auprès des institutions, pour enrichir leur méthode grâce à l'information géographique. Donc la géoanalytique, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer un exemple qui a été pris pour améliorer l'accès aux soins de santé aux États-Unis. Il y a quelques années, il y a plusieurs années de cela, c'était assez rudimentaire. On faisait un ratio nombre de médecins par habitant par county, et puis c'était l'indice d'accès aux soins de santé. Au jour d'aujourd'hui, on utilise des modèles prédictifs, des modèles prescriptifs et des modèles diagnostiques pour évaluer l'accès aux soins de santé, comme le modèle Agent Objective, donc c'est le modèle RAM, Relational Agent Access Model, qui prend les variables spatiales et géographiques dans des modèles. Donc on va étudier on va confronter les variables de congestion, de demande, de travel time, pour avoir des indices statistiques sur l'accès aux soins de santé. Donc sur la carte qu'on voit ici, plus la couleur est claire, plus l'accès aux soins de santé est éparse, et c'est très difficile d'accéder aux soins de santé. Est-ce que le territoire... ensuite de ça, il va falloir étudier, est-ce que c'est à cause du territoire, mais ça pose au moins des questions de diagnostic. Un autre use case qui qui fait gravir les 4 marches de difficulté, c'est les food trucks, le use case des food trucks à New York. Donc en utilisant un modèle, le modèle GBR, le Gradient Boosting Model, on va corréler et confronter les données du recensement avec les points d'intérêt. Puis on va essayer de faire une prédiction sur les revenus en fonction de l'emplacement et de l'heure où va se trouver le food truck. Donc là, le modèle va nous donner une régression et le modèle estime à 0,38
la précision du modèle. Donc c'est comme de 0 à 1, c'est pas extraordinaire. 0,38, c'est en dessous de 50% de précision. Si on fait la corrélation statistique avec, en ajoutant des données spatiales qui sont les données par exemple de Mastercard, donc de dépenses de Mastercard sur le territoire de New York, on arrive à augmenter cet indice de confiance à 0,45. Donc on va améliorer le modèle de prédiction des revenus des food trucks grâce à l'information des dépenses. Ensuite de ça, pour encore améliorer le modèle, on va encore ajouter des données. Et ici on a rajouté les données de trafic piétonnier sur le territoire new-yorkais. Et le modèle va s'estimer à peu près 0,63. Donc l'indice de confiance a été quand même augmenté de 0,38 à 0,63 en ajoutant deux sets de données. Puis ça nous permet aussi de classer par importance, le modèle GBR nous permet de classer les variables par importance. Donc on voit ici le foot traffic est très important, le jour de la semaine est important, les données transactionnelles sont importantes, puis finalement les données plus de revenus à la maison, etc. sont un peu moins importants. Donc ça nous permet d'estimer des modèles de revenus en fonction du temps et de l'espace où se trouvent les camions. Donc qui dit mégadonnées et data science dit besoin d'infrastructures. Donc habituellement on utilise du stockage traditionnel comme des bases de données relationnelles, PostgreSQL par exemple, ou du NoSQL, MongoDB par exemple. Donc là on est plus dans les bases de données orientées documents. Récemment on a travaillé avec une technologie qui s'appelle Apache Ignite, qui c'est un mode de stockage avancé. On appelle ça un data grid memory system. Ça utilise et la mémoire du disque et la mémoire virtuelle pour distribuer finalement toute l'information. Les mégadonnées sont partagées sur différents environnements de stockage. Et puis finalement, cette méthode-là, c'est un peu le meilleur des deux mondes du relationnel et du orienté document, dans le sens où on a une très très grande rapidité pour la dépendance de la donnée. Ça scale énormément et très vite. Et puis on peut aller chercher la persistance et puis le langage SQL, si commun à beaucoup de gens, pour aller parler avec ces données-là et interagir avec ces données-là. Qui dit infrastructure de stockage dit communication. Donc on a beaucoup travaillé avec les protocoles de service gRPC, qui est le Google Remote Processing Co. Ouais, c'est ça. C'est un serveur qui permet de communiquer entre les différentes infrastructures. Et le format pour communiquer entre les différentes infrastructures, c'est aussi un format que Google a développé qui s'appelle le Protocol Buffer. C'est un format sérialisé binaire, donc c'est-à-dire que je prends un JSON, je prends un CSV, j'en fais un fichier binaire, puis ça, tout le monde peut le lire. C'est à peu près ça. Et ce format-là est extraordinaire parce qu'il est extrêmement léger, extrêmement portable, tout le monde peut le lire, et sur tous les navigateurs web. Donc on peut aller discuter big data avec les navigateurs web. Chez Anagraph, on utilise énormément les vector tiles, qui sont la façon graphique de représenter les mégadonnées. Qui dit protocole de communication dit aussi services géospatiaux. Donc, comme on a pu le voir dans la présentation précédente, Apache Spark avec GeoTrellis sert énormément comme infrastructure de service pour du matriciel extrêmement lourd, et PostGIS plus du vectoriel. Donc en travaillant avec ces deux-là, on peut réaliser des projets qui collectent de la donnée en temps réel, qui scale extrêmement vite, qui stockent tout type d'objets. On est vraiment capable d'offrir des services disponibles en tout temps. Donc maintenant je vais parler infrastructureless ou dématérialisation de toutes ces infrastructures-là.
Depuis environ un an, on se penche sur une technologie qui s'appelle Function as a Service. Donc j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui connaissent les Function as a Service ou qui en ont déjà entendu parler? Deux, ok. Donc ma prochaine question c'est, est-ce que vous les utilisez au quotidien? Si vous êtes deux, très bien. Donc infrastructureless ou dématérialisation, je vais faire le parallèle de l'électricité. Il y a plusieurs centaines d'années de ça, l'électricité, on la produisait soi-même, les compagnies avaient des génératrices sur le site, etc. Puis la technologie a changé, maintenant on a juste à se plugger, plus personne fait sa propre électricité. Donc plus personne n'a à maintenir de lourdes infrastructures pour générer de l'électricité. Le infrastructureless, c'est exactement la même chose. Vous écrivez votre fonction en Python, en JavaScript, en Node ou quoi que ce soit, vous l'envoyez dans le cloud, puis le cloud va s'occuper de tout scaler cette fonction-là. Donc comme on le voit ici, vous écrivez votre fonction, vous faites une ligne de commande, ça le pousse dans le cloud, puis là ça vous retourne une URL qui va vous dire appelez cette URL-là pour avoir la réponse à votre question finalement. Donc avec tout ce qu'on vient de voir, toutes ces infrastructures, les services, etc., qu'on a pu voir précédemment, chez Anagraph on a monté un produit qui s'appelle Géométrique et on l'a brandé autour du GeoAnalytic as a Service. C'est-à-dire qu'on ne gère plus d'infrastructure back-end à proprement parler. Maintenant, toutes les fonctionnalités sont des microservices web qu'on peut appeler directement à travers notre plateforme, par exemple. Donc, si on a un persona generator, donc là, on peut choisir plusieurs variables sociodémographiques, on fait générer, puis le service web va nous retourner tout de suite les polygones avec le résultat statistique du segment recherché finalement. On a aussi un segment, on a un modèle de on a un algorithme qui nous permet de faire des segments sociodémographiques. On a un GeoLookalike, donc comment retrouver les patterns statistiques par rapport à des données clients. Donc cette plateforme-là permet on va chercher tous vos clients, on fait de l'enrichissement de données, donc on vient détecter des patterns sociodémographiques, des patterns de consommation, des patterns commerciaux dans vos données, et puis on vient vous dire où est-ce que vous devriez retrouver les mêmes patterns des gens qui utilisent votre plateforme, qui achètent votre produit. C'est un outil finalement un peu de géomarketing instantané. Avant, faire une étude de marché, ça prenait 6 mois, maintenant en 30 secondes, vous êtes capable de faire une étude de marché sur n'importe quel produit ou service que vous vendez. Cette plateforme-là, on l'a montée avec les dernières versions de Postgres, PostGIS, Firebase Function, Google Function, qui sont les équivalents ce sont des Function as a Service, avec des services Node, puis avec la cartographie et les interactivités cartographiques avec Carto. Donc mégadonnées, plus science, plus infrastructure, besoin de résumer. Parce que trop de data, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment détecter les patterns, on a besoin de trouver les insights, on a besoin de trouver les données qui sont vraiment importantes pour nos clients. Donc nous, notre mission chez Anagraph, c'est le storytelling, c'est accompagner le client à gravir les marches. On le prend par la main, on construit des applications autour de ces données. On voit beaucoup de gens qui font des applications où on peut télécharger nos données, puis on voit ces données, etc. Nous, c'est vraiment un accompagnement global où on vient construire des applications autour des données du client. C'est les données qui parlent, on donne vie aux données finalement. Donc voilà, c'est pas mal ce qu'on fait chez Anagraph autour des mégadonnées géographiques. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, aller sur le site d'Anagraph. Vous pouvez me poser maintenant. Oui. Dans les couleurs ici, est-ce que vous utilisez comme des modèles supervisés ou des modèles non supervisés
C'est comme par exemple quand vous dites le comportement des clients. Oui. Est-ce que c'est, par exemple, votre client qui a une entreprise de marketing, est-ce qu'il vous donne des métriques pour regarder sur la carte ou Alors, on a les deux outils. C'est choisis tes métriques, on va te proposer les patterns, ou donne-nous un pattern et on va te trouver où est-ce qu'ils se trouvent les patterns. Est-ce que ça répond à la question? Ok. D'autres questions? C'est bon, merci vraiment. Merci beaucoup.